Plon-Cardassac. Bonjour Diane. Eh bien, On se ça fait retrouve plaisir ici. de vous revoir ici dans cette belle Provence. Vous en avez bien profité. Absolument, il faut. Vous avez pris des réserves pour cet hiver. Et bien, on en profite pour faire un entretien encore plus direct que les fois précédentes. Absolument. Sans Covid. Nos auditeurs seront ravis. Alors, aujourd'hui, donc 18 septembre, on reprend comme toujours sur le coronavirus avec Olivier Véran qui s'est exprimé hier pour annoncer une intensification de la répression et préparer les Français à un nouveau confinement. Qu'en pensez-vous ? C'est toujours la poursuite de la politique de la terreur, qui d'ailleurs fait tout à fait son effet. Quand on voit les fils de ces malheureux Français qui n'ont rien compris à la manipulation, qui se lèvent à 4h du matin pour se faire tester, se faire enfiler dans les narines un bâtonnet, etc. Et j'ai eu d'ailleurs une information intéressante, c'est que ça pouvait servir aussi à prélever l'ADN de la population. Et je voudrais rappeler une information que nous avions donnée, c'était avant l'épidémie coronavirus en Chine. Les Chinois avaient découvert des membres d'une université américaine, je ne me rappelle plus laquelle c'était, qui passaient leur temps à prélever de l'ADN de Chinois. C'est pas gratuit ça. Et quelques mois après, apparaissait où ? En Chine, l'épidémie de coronavirus. Alors y a-t-il un rapport de cause à effet ? Donc voilà, je signale. Ce sont des informations qu'on trouve comme ça, un petit peu plic-ploc sur Internet, mais qui sont des choses qu'on doit retenir, parce que ça peut indiquer quelque chose qui va venir. Ouais. Pourquoi est-ce que, à l'époque, c'est les Américains, ces agents américains de cette université américaine prélevaient de l'ADN de Chinois ? À quoi ça devait leur servir ? Et là, actuellement, sur la population française On ne sait pas ce qu'ils en font des prélèvements. Oui, mais quel serait le but de prélever de l'ADN ? Quel serait l'objectif ? Pour l'instant, on ne sait pas y répondre. Peut-être que faire une cartographie de l'ADN des Français. Et alors ? Qu'est-ce que ça ferait ? On verra bien. Mais il faut retenir la chose parce que ça pourra peut-être expliquer certains développements qu'on verra plus tard. Est-ce qu'il y aurait une volonté de modifier le génome humain ? De toute façon, c'est une chose qui est prévue dans le vaccin de Bill Gates. C'est non seulement la puce, mais aussi d'introduire de l'ADN qui ne serait pas celle de l'individu. Donc on modifie l'ADN de l'individu. L'individu cesse d'être l'individu, il est un autre. Alors, quelle est la part d'élucubration dans tout ça ? Quelle est la part de vérité annoncée par des gens qui sont au courant ? On n'en sait rien. Mais il faut tout de même savoir que toutes ces manipulations ne sont pas gratuites et qu'il vaut mieux s'abstenir, pas tomber dans le piège. Donc éviter C'est d'aller tout ce qu'on peut dire pour l'instant. éviter d'aller se faire dépister inutilement. Quoi. De toute façon, on le sait, le test, de plus en plus de scientifiques disent que le test ne sert à rien, qu'il n'est pas fiable. Pas du tout fiable. Alors pourquoi s'entêter ? Non, mais c'est vraiment le résultat de la panique que le gouvernement a très très bien su instaurer chez les Français. Et aussi, vous qui êtes médecin, peut-être pourriez-vous me répondre, pourquoi utiliser un locomotive qu'on enfonce au fond du nez, qui est douloureux, alors que soi-disant le virus est déjà dans la salive, dans les postillons ? Mais bien entendu. Est-ce que ça ne suffirait pas un prélèvement buccal ? Non, je suis tout à fait d'accord. Donc il n'y a pas d'explication. Mais c'est un cérémonial qui impressionne. Mais plus sérieux. Oui, c'est une mise en scène, de la poudre aux yeux. C'est de la mise en scène. Ah non, il y a énormément de mise en scène, c'est évident. Mais à propos de Véran, il y a quelques petites perles qu'il faudrait rappeler. Ah oui, par exemple, sa phrase là dernièrement qui a beaucoup fait rire, c'est il a dit le 8 septembre dernier, le virus circule moins vite mais plus rapidement. Pouvez-vous m'expliquer ? Non, mais c'est très démonstratif de la bêtise de ces élites qui nous gouvernent. Voilà leur niveau intellectuel. Intéressant à savoir quand même.
C'est pour ça que parfois il faudrait mieux élire un humoriste, là on rirait vraiment. Ah non, on rirait. Mais là, il ne fait pas rien du tout, on richonne plutôt. Alors on continue sur le coronavirus, vous en parliez à l'instant. Bill Gates finance un tatouage quantique invisible caché dans un vaccin contre le coronavirus et qui servirait à stocker l'historique de vaccination. Avez-vous eu une information passée là-dessus? Pas plus que vous, ils sont obsédés par cette volonté de pouvoir tracer chaque individu. Et alors Bill Gates, dans une précédente vidéo, avait avoué publiquement la nécessité de réduire la population mondiale. Ah oui, tout à fait. Puis ça, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque de la grippe H1N1, j'avais publié notamment deux témoignages, deux déclarations de scientifiques, l'une était anglaise, l'autre était américain, disant qu'il y avait trop de monde sur la Terre. L'anglaise disait qu'il fallait réduire la population anglaise de moitié. Alors, oui, mais quelle population? La population immigrée ou la population blanche? Non, mais on est dirigé mondialement par des malades dans un but messianique. On n'en sort pas. Ce que vous dites sur la réduction de la population fait penser à ces énormes pierres aux États-Unis, je ne sais plus où, Bridgestone. Oui, tout à fait. Où c'est indiqué que la population mondiale doit être réduite à 500 millions d'individus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et quels sont les liens de Bill Gates avec l'oligarchie? Vous me disiez tout à l'heure qu'il avait... Alors, Bill Gates, il faut savoir que son père était l'avocat de la famille Rockefeller. Donc ils sont liés par les mêmes intérêts. Donc ça montre bien, bon, il fait partie de la bande, quoi. C'est la bande de la haute juiverie financière et politique. Pouvez-vous revenir sur les nocivités du port du masque, dont même Macron semble pâtir dans cette vidéo? Et 5 000 € pour les moins de 18 ans. L'objectif, c'est véritablement qu'on maintienne ce chiffre et qu'on continue d'avoir de plus en plus de jeunes qui accèdent justement à ces contrats d'apprentissage et d'alternance. Je vais essayer d'aller au bout. Deuxième chose, on l'a vu ce matin à travers le campus. On tient les distances, mais je pense m'étouffer avec ça. Donnez-moi un masque peut-être plus léger. Je vais mettre un masque plus léger parce que j'ai dû absorber un truc du masque. On va y arriver. Merci pour votre patience. Ça, j'avoue, comme démonstration, il n'y avait pas mieux. Parce que voir ce malheureux Macron qui nous force à porter ce masque, alors que lui-même constate les effets du port du masque, qui s'est étouffé, qu'il l'a arraché d'un mouvement de rage, c'est très démonstratif de la nocivité du masque. Alors, bon, petit rappel tout de même sanitaire, c'est que le masque, si on le garde trop longtemps sur le nez, accumule les microbes. C'est un très bon milieu de culture, donc il faut s'attendre cet hiver au développement de rhinopharyngite et de probables complications pulmonaires. Et on dira, si la personne décède, on dira qu'il est mort du coronavirus une fois de plus. Ce qui ne sera pas tout à fait faux, puisque ce sera une conséquence de la conséquence. Macron d'ailleurs qui vient de rénover son bureau pour la modique somme de 930 000 €. Non, mais la France est riche. N'est-ce pas? Et puis c'est une priorité. Non, c'est... faites ce que je dis, pas ce que je fais. Toujours la même chose. Non, et puis il faut rappeler aussi les dépenses si on peut appeler ça son épouse, moi je dirais plutôt sa meuf. Brigitte, la pédophile.
Ah ben, il faut rappeler les choses quand même. Pédophile et Hein? nymphomane, par exemple. Il faut rappeler quand même les choses. Et qui a, il y a un an et demi à peu près, qui avait estimé que la vaisselle de l'Élysée, et Dieu sait, il y a plusieurs vaisselles, il y a tout ce qu'il faut dans les palais nationaux, pas une vaisselle. Et d'ailleurs, c'est vous qui aviez tracé l'affaire et vous aviez publié les photos. Non. Ah, Non, moi, moi je les ai vues. Bah moi je les ai pas vus, c'est pas moi qui ai trouvé. C'est pas vous? Non. En tout cas, j'ai vu, c'est affreux. Mais si, c'était sinistre comme vaisselle. Moi je les ai jamais vus. Ah ben, j'étais persuadé que c'était vous. Bon, bref. Mais bref, peu importe. Mais d'un sinistre comme c'est pas croyable. C'est vraiment cette bonne femme, c'est la bourgeoise de gauche qui déteste notre héritage et toutes les beautés de notre legs national. Voilà par qui on est gouverné. Première dame de France. Ça, et puis qu'est-ce qu'elle avait fait d'autre? Elle avait aussi... C'était pas le palais, le salon d'apparat de l'Élysée. Ah oui, c'est ça, la salle des fêtes. Oui, La salle des fêtes. La salle des fêtes. Avec un bon goût tout républicain. Exactement. Pouvez-vous revenir sur la loi de bioéthique et notamment sur l'utilisation de cellules de fœtus avortées dans l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire? Alors ça, on en parle déjà depuis très longtemps, bien avant l'histoire du coronavirus. Je ne sais pas pourquoi. Bon, les cellules de fœtus, ce sont des cellules souches, donc je pense que c'est ça qui intéresse. Alors, qu'est-ce qu'ils en font? Dans quel but exactement? J'en sais rien. Je n'en sais rien, je ne suis pas biologiste, donc ça je laisse ça à des spécialistes. Je suis pas à pic de la Mirandole, contrairement à certains dans nos milieux qui le prennent pour un grand homme, alors que c'était un sataniste gnostique. N'est-ce pas, monsieur Moinet? On reparlera de Rouennais un petit peu plus tard, mais... Ouais. Avant de vouloir plastronner, il faudrait tout de même s'informer, avoir une certaine culture. Absolument. Y aurait-il pas une idée de cure de jouvence avec ces oui, cure de jouvence, oui, non, ça c'était bien, c'est connu. Il y a les bains de sang aussi. Oui, c'est ça. Il y a les bains de sang et il y a les buveurs de sang aussi. Non, mais il y a toute la gamme de perversions. 55% des Français sont favorables à la peine de mort selon le dernier sondage IFOP. Vous évoque cette information. Oui, et j'ai vu encore tout dernièrement, l'Institut Montaigne aussi a fait un sondage qui dit la même chose, mais il ne donne pas les chiffres, mais il dit simplement qu'il y a une majorité de Français. Bon, alors ça permet de rappeler que c'est Maître Badinter, comme vous savez, d'origine juive, pas juif carrément, qui a imposé l'abolition de la peine de mort, et c'était au moment de l'assassinat du petit... C'était comment il s'appelait déjà le petit et le criminel, c'était Patrick Henry, je crois. Oui. Donc, en pleine affaire, mais absolument crapuleuse, ce maître Badinter a imposé l'abolition de la peine de mort. Ça faisait un moment déjà qu'elle n'était plus exécutée, je crois aussi. On graciait souvent. Oui. Voilà. Bon, il y avait cette... Oui, alors évidemment, le dissuasion. problème de la peine de mort, c'est que dans le tas, on peut condamner à mort définitivement des gens qu'on découvre plus tard être innocents. C'est le problème, et je voudrais rappeler une chose tout de même qui pourrait faire réfléchir un certain nombre d'opposants, c'est qu'au Portugal de Salazar, la peine de mort n'était pas instituée. Il n'y avait pas la peine de mort. Et je dois dire que à part le flagrant délit absolument évident, je ne serais pas nécessairement partisan de la peine de mort. Parce que justement, on peut liquider des gens que l'on découvre plus tard être totalement innocents. Des gens comme Fourniret... Alors des gens comme Fourniret, oui. Donc ce n'est pas... C'est comme pour tout. Il faut pondérer, ce n'est pas... C'est comme pour le racisme. Ça doit être mesuré en fonction de la nocivité de tel ou tel individu. Pour ça que je ne peux pas dire que je sois raciste, mais il est évident que certaines populations qui exagèrent
Ça, c'est dehors et tout de suite, et éventuellement pire encore. Mais il faut trier. Il faut trier. Pas généraliser. Mais effectivement, notamment pour ces destructeurs de la France comme Badinter, eux, ce serait dehors et expulsion. Alors, je vais m'empresser de faire un petit rappel. C'est Badinter qui disait que la France était née en 1789, ce qu'allait reprendre un certain Henri de Lesquen. Et Badinter, dont la femme disait « une bonne mère est forcément incestueuse ». Ah, je ne me rappelle plus. Bah, bravo Diane. Ah, très intéressant. Mais c'est tout à fait juif, ça. Ah, tout à fait. Ah, c'est dans la culture juive, si on peut parler de culture. Ils sont naturellement incestueux. Ah non, mais il y a un problème. Il y a un problème juif. Badinter qui était à la tête de Publicis. Ça a été un des hommes politiques les plus pernicieux qu'on a eu ces 50 dernières années. Alors, pour continuer sur toute cette clique, Éric Dupond-Moretti a passé une partie de ses vacances avec l'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Thierry Herzog. Ce dernier sera jugé en novembre prochain pour corruption dans l'affaire Bismuth-Sarkozy. Au procès, l'accusation sera portée par le parquet national financier, placé statutairement sous l'autorité du ministre de la Justice Dupond-Moretti. Que dire de ce conflit d'intérêts flagrant ? C'était hallucinant. Ben oui, mais ça décrit la France d'aujourd'hui. La crapule est censée juger la crapule. Un problème là. Oui, et alors à propos du Dupond-Moretti, je viens de voir une information que M. K de Égalité et Réconciliation a sorti très opportunément. C'est qu'un des fils d'Henri de Lesquen rejoint le cabinet de Dupond-Moretti. Donc si tu veux, tu as toutes les nominations qui sont intéressantes. Par exemple, là, j'ai vu passer le fils d'Henri de Lesquen qui a rejoint le cabinet de Éric Dupond-Moretti, tu vois. Par exemple, ça c'est une information que moi je vais reprendre. Oui, ça manque pas de sel, ça. Ah, c'est pas sans intérêt. C'est assez démonstratif. C'est pas vous qui allez être invité au cabinet de Dupond-Moretti et encore moins moi. Non, absolument pas. Mais... Ils ont donc ça veut dire qu'il y a compatibilité. Des compatibilité, des liens. Ouais. Intéressant. Nous relirons cette information donnée par M. K. Ce 15 septembre, l'ancien eurodéputé écologiste Daniel Cohn-Bendit propose une fédération progressive franco-allemande. L'objectif, aller vers plus d'intégration entre les deux États leaders en Europe, la France et l'Allemagne, jusqu'à partager le siège de Paris au Conseil de l'ONU, pour y porter la voix de l'Europe. Un commentaire ? Ça fait partie de la politique de toute cette juiverie plus ou moins internationale, puisque vous savez que Cohn-Bendit est à la fois français et allemand. Et il est à la fois juif et pédophile aussi. De toute façon, lui, il n'a pas de nation, comme tous les juifs, ils n'ont pas de nation. La nation, c'est eux-mêmes. Donc ça fait partie du projet de destruction de la nation française en tout cas. Donc alors je voudrais rappeler juste à propos de cet individu, de Cohn-Bendit, c'est que comme la plupart, tous ce que j'ai vu dernièrement, les journaux tenus par les financiers juifs, dont l'Express et autres, tire à boulet rouge constamment contre Raoult, contre le professeur Raoult. Et moi, pour l'instant, comme je disais lors de l'entretien avec le jeune qui m'a interviewé... Attendez, je comprends pas bien le lien, excusez-moi, avec la question pourquoi vous revenez sur Raoult, hormis le fait qu'il soit journaliste. Oui, parce que le journaliste en question est le même. Le journaliste de qui ? Si, c'est... Vous parliez de qui ? Non, je parle du fait que Cohn-Bendit veut que l'Europe soit... Cohn-Bendit a insulté le professeur Raoult en disant qu'il fallait qu'il cesse ses conneries, etc. C'est ça. Je vais toujours faire le lien et faire des petits rappels. Oui, mais là, ça, je sais pas, ça tombait comme un feu bref, parce qu'on avait déjà parlé. Bon, on a oublié de revenir sur Raoult précédemment. Disons que ça tombe plus ou moins à propos. Et que ce Cohn-Bendit est un épouvantable individu qu'on devrait dénaturaliser immédiatement.
Et professeur Raoult, t'as vu qui s'est très bien défendu au Sénat face à ses accusateurs. Oui, alors là, justement, d'après ce que j'en ai vu, les questions qui ont été posées par certains sénateurs, mais c'est hallucinant. C'est des gens sans culture, complètement idiots, ou alors ils font la bête, je ne sais pas. Mais en tout cas, le professeur Raoult, comme le professeur Perron, comme le professeur Toussaint, il y en a d'autres. J'ai entendu hier ce matin, mais je n'ai pas capté le nom. C'était sur Radio Classique qui disait, mais qu'on arrête, je ne vais pas dire le mot, c'est bêtise, hein, propos du terrorisme des Français. Il faut arrêter de terroriser les Français. Donc il est évident qu'il y a deux clans. Il y a un clan scientifique qui est tout de même très bien représenté par les professeurs Raoult, Perron et ceux que je viens de nommer. Et puis il y a toute la filière, comme je l'appelle, la filière juive de la santé en France, les Buzyn, Jean-Marie Lévy, Jérôme Salomon, qui est le directeur général de la santé, c'est Monsieur Chiffre, qui chaque jour ou chaque semaine vous dit « Ah, il y a tant de cas de plus, ah, il y a tant de cas de plus ». Paniquez, bon petit français. Il y a Martin Hirsch, dont j'ai vu qu'il avait fait une déclaration très hostile aussi au professeur Raoult. Donc ces gens-là sont d'une haine contre les évidences sanitaires du professeur Raoult, Perron et compagnie. Ça les dérange. Mais il est combatif, hein, il le dit lui-même qu'il aime ça. Mais Diane, c'est pour ça que vous le... bien que, évidemment, au point de vue origine politique et certainement philosophique, on est opposé, je pense que le professeur Raoult, sous le coup de toutes ces injures qu'il reçoit, va virer sa cutie. Ah, vous pensez? Oui. Ah, moi je pense, c'est pas possible. Il sait qu'il a en face de lui. Quand il voit cette clique de Buzyn et compagnie, s'il n'a pas compris que c'était tout de même représentatif d'une certaine population, oui, je pense que... visiblement, quoi qu'il a été dans ses jeunes années, vu son look, etc., vu son mariage, etc., que je vais signaler, je cache rien. Il est évident qu'à un moment donné, il va se dire, mais pourquoi ils en veulent à ce point-là? Il va en tirer les conclusions. Après, il dit lui-même quand même qu'il a été fils de résistant. Non, mais c'est évident, mais on peut tous... Mais Diane, par rapport... Quand je vois le nombre de gens qui me rejoignent, vous avez d'anciens gaullistes, ou des enfants d'anciens gaullistes, d'anciens francs-maçons, les gens peuvent évoluer. Oui, tout à fait, oui. Et ça, justement, je n'aime pas les gens qui me disent « Ah, intéressant ». Parce que dans oui, le passé, mais... blablabla, oui. Les évidences, un jour, peuvent les faire évoluer. Et c'est à nous de leur montrer les choses telles qu'elles sont et non pas telles que les médias le racontent. Oui, tout à fait. Pierre Adenbaum, ancien président de la LICRA, élu socialiste à la mairie de Paris, adjoint au maire, a dû quitter son poste pour raison d'attouchement sexuel. Tout comme son prédécesseur, Christophe Girard, parti également sur fond de scandale sexuel. Tout ce petit monde semble être lié par le même vice. Qu'en pensez-vous ? Je pense que ça... Alors, dans ce qui concerne le premier, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos de certaines tendances chez les juifs, dont l'inceste. Il y a un problème sexuel chez eux. Alors, je sais pas, c'est pas quand on aura coupé le prépuce, j'en sais rien, mais il y a tout de même quelque chose de particulier chez eux. Ils sont pervers. Et ils sont pervers. Oui, mais regardez, Madame Badinter, elle est perverse alors que c'est une femme. Oui. Donc c'est pas forcément une histoire de prépuce comme pouvait le dire. Non, c'est pas... Non, je plaisantais, c'est pas simplement une question de prépuce, c'est évident. C'est dans leur gène. C'est dans leur gène. Mais comme vous savez, comme disait ce docteur au 8e jour, là, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, le Ménassé. Oui, c'est ça, mais oui, il avait un autre nom. Mais oui. Oui, Ménassé, ce que j'ai connu sur le plan épistolaire, il a été abonné quasiment jusqu'à la fin à la politique. Oui, il est très... C'était vraiment le juif atypique, intéressant, il a sorti des choses très intéressantes. La seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que c'est l'histoire de la circoncision au 8e jour. Ça. Alors là, je ne crois pas du tout.
Je vois pourquoi avant ce serait pas bon, après ce serait pas bon, et... Enfin bref, glissons. Je cherche son autre nom, mince. Bref. Domergue, Roger Domergue. De Ménacé. De exactement. Ménacé. Oui, tout à fait. Roger Domergue de Ménacé. Donc oui, c'est sûr qu'il y a eu un problème sexuel dans cette communauté. Passons. Question suivante. La LICRA vient de saisir 45 000 € sur le compte bancaire des éditions Contre-Culture pour avoir publié des ouvrages interdits à la vente. Que vous évoque cette information ? Alors, Diane, pouvez-vous citer quels sont ces ouvrages? Parce que c'est très révélateur. Oui, alors il y a La France juive d'Édouard Drummond. Voilà, La France juive d'Édouard Drummond, Le salut par les juifs de Léon Bloy, Le juif international d'Henry Ford et La controverse de Sion de Douglas Reed. Douglas Reed. Tout à fait. Le juif international, qui était une reprise des protocoles des sages de Sion. Alors, évidemment, c'est dérangeant, ça. Alors, je rappellerai notamment à l'attention d'Alain Soral que j'ai toujours pris sa défense à toutes les condamnations qu'il a eues, notamment sur ces... Parce que c'est pas la première qu'il a eue. Hein. Non, il y a déjà plusieurs années, j'avais même publié, à l'époque, ça avait été publié dans Rivol, c'était du temps de Camille Gallic, la directrice de Rivol, je pense, je suis pas sûr. Ça avait été publié, j'avais pris la défense des éditions, le Contre-Culture, qui publie de bons livres. Ça, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Donc là, il tape au portefeuille en saisissant directement sur le compte Ah, mais bancaire. bien entendu, ils touchent 45 000 €. toujours au portefeuille, et puis bon, pour eux, ça leur fait toujours de l'argent supplémentaire. Ils ne crachent jamais là-dessus. Ah, non. Marine Le Pen est favorable à la vaccination obligatoire. Selon vous, à quoi sert encore cette représentante de Rien du l'extrême tout. droite ? Rien du tout. Tous les jours, on constate un peu plus qu'elle se prostitue sur tous les sujets, que je ne vois pas du tout quel est l'intérêt de continuer à voter pour elle et pour le Rassemblement national. C'est une boîte de garage, point, c'est tout, comme l'a été son père d'ailleurs, parce que si elle est comme ça, c'est que son père l'était déjà comme ça, mais il a bien trompé son monde. Je ne sais pas si on en reparlera plus tard, mais sujet de Le Pen, j'ai beaucoup de choses à dire. D'où mon livre Histoire d'une trahison. Bah écoutez, on peut le dire maintenant si vous voulez. Ouais. On peut en parler maintenant de Jean-Marie Le Pen et de... Ah oui, parce qu'il a l'intention, d'après ce que vous m'avez dit, de lancer un... Exactement, son institut... Bon, un musée quoi en fait. Voilà, Jean-Marie Le Pen lance son INA nationaliste. Nationaliste, Donc, mais oui. Donc un institut afin de mettre à disposition du grand public les archives retraçant son parcours politique. Son parcours, là, ça on peut en parler de son parcours politique. C'est un homme qui a passé son temps à se contredire pour essayer à chaque déclaration, espérait-il, de rafler un électorat différent. Il était pétainiste, puisqu'il a fleuri la tombe du maréchal pendant des années, puis dans sa volonté de dédiabolisation, puisque la dédiabolisation de sa fille Marine vient de là, c'est lui qui a commencé. Il a cessé de fleurir la tombe du maréchal Pétain, il a commencé à chanter les louanges de Gaulle, d'où la formule que Rivarol avait publiée, que je sors très régulièrement, disant qu'il est le seul représentant du gaullisme. Donc voilà, c'est l'individu tourne Kazakh, tout ça badigeonné de tricolore, et les braves gens qui espèrent toujours un sauveur, etc., qui suivent derrière, et c'est comme ça qu'il a fait sa fortune d'ailleurs. Alors il y a ça, et puis il y a d'autres petites choses qui sont pas très jolies quand même. Excusez-moi, avant de revenir sur les choses pas très jolies, quels avaient été ses propos à la dalle d'Argenteuil? Oui, c'était sur la dalle d'Argenteuil, ce qu'on appelle la dalle d'Argenteuil. C'était une déclaration qu'il avait faite en 2007, oui, je crois, juste avant les élections présidentielles, je crois. C'était absolument hallucinant, c'était, je cite ça de mémoire, puisque vous me prenez un peu de cours, tout ça c'est dans mon livre, Histoire d'une trahison de toute façon. Vous êtes ici des branches de l'arbre France. Vous êtes des Français à part entière. Si certains veulent vous carcériser pour vous exclure, nous voulons nous aider à sortir de ces ghettos de banlieue
où les politiciens français vous ont parqué pour vous traiter de racaille par la suite. Bravo! Bravo! Il n'y a pas de beurre-tutide. Pour moi, vous n'êtes ni des potes, ni des blacks, ni des beurs. Vous êtes des citoyens français, des enfants légitimes de la France, faisant partie de notre République. Bravo. Donc et ça, là encore, c'est un homme, un coup il était anti-immigrationniste, le lendemain il était pro-immigrationniste, les beurs, les noirs, etc. avec moi. C'est un personnage qui en fait a passé son temps à essayer d'agglutiner des tendances totalement différentes et contradictoires pour sa propre gloire. En plus de ça, il n'a jamais voulu arriver au pouvoir. Il est peut-être même plus responsable de la situation qu'on vit actuellement avec l'immigration que d'autres. Enfin, je veux dire, il vaut mieux un ennemi avéré qu'un faux ami. Mais évidemment, c'est pas par hasard que j'ai écrit mon livre « Histoire d'une trahison ». Et alors, des choses qu'on peut appeler croustillantes quand même, ce que je rappelle dans le livre, c'est cette cuvée spéciale faite à un de ses amis et admirateurs, propriétaire d'une cuvée de champagne dédiée au bar gay. Alors, cette cuvée de champagne qui s'appelle Veuve Poignée, et c'est une cuvée réservée aux bars gays et lesbiennes de la capitale. Lui qui est si bien vu, dit milieu catho, y compris tradit. Mais ils sont bords, ils sont aveugles, ils sont quoi? Ou sourds? C'est incroyable. Donc en fait, c'est un escroc. C'est un escroc de la politique. Il a trompé tout le monde. Pour sa propre progression financière, parce qu'il s'est enrichi par la politique. Ce que Pierre Sidos, dont on va peut-être en parler tout à l'heure, n'a pas fait, mais sur lequel j'ai estimé devoir mettre les choses au point pour une autre raison. Oui, c'est-à-dire ce que vous voulez dire, c'est que contrairement à Jean-Marie Le Pen, Sidos ne s'est pas enrichi. Il ne s'est pas enrichi, oui, de 2 ans. Et alors encore, petite cerise sur le gâteau, si je puis dire, pour terminer là-dessus, et pour plus de renseignements, vous le trouverez dans mon livre en question, c'est que le parrain de Marine Le Pen est un proxénète notoire. Une espèce de Monsieur Claude. Voilà ceux qui sont censés sauver la France. Il faut savoir ça, si on ne veut pas mourir idiot. Alors, parlant d'argent, vous êtes, indépendamment du succès croissant de nos entretiens et de vos conférences, dont le visionnage éclate immédiatement en milliers de vues après sa mise en ligne, vous êtes de plus en plus relayé par des groupes de jeunes qui ont leur propre site, et ce qui multiplie la diffusion de votre ligne politique intransigeante. Et pourtant, vous ne quémandez jamais d'argent. Comment expliquez-vous à la fois cette explosion et puis le fait que vous ne vouliez pas non plus en tirer un tel Alors profit? l'explosion, je pense, c'est le résultat d'une lente maturation. D'une part, du fait que les événements, malheureusement, me donnent régulièrement raison. Tout ce que j'ai annoncé, on le voit. Toutes les mises en garde que j'avais faites, on finit par les constater. L'accélération due à cette pseudo-épidémie de coronavirus, là aussi, toutes les mises en garde que j'ai pu faire dès le début, là encore me donne raison. Donc ça, plus ça, les gens se disent, mais enfin, c'est un point de repère solide. Et c'est comme ça que de plus en plus de gens viennent à moi et essayent de faire des entretiens avec moi. En fait, si vous faites si peu d'erreurs, c'est parce qu'il y a une logique qui... Parce que j'ai une logique, j'ai un fil conducteur, et ça, je sais plus... oui, c'est lors de l'entretien avec ce jeune, lundi dernier, je disais, quand on a la ligne conductrice, on décrypte toutes les situations. Comme si on avait la clé pour ouvrir. Et le problème, c'est qu'il faut avoir le début de la ligne pour comprendre. Et si on ne comprend pas que ce que nous vivons aujourd'hui découle d'événements antérieurs, puisqu'on sait, on devrait savoir que le présent s'explique par le passé. Et que si on méprise les leçons du passé, il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe aujourd'hui. C'est d'ailleurs pourquoi la République voue à détruire l'histoire auprès des élèves. Mais bien entendu, c'est quelque chose que je répète régulièrement. Il n'y a plus d'histoire enseignée de façon chronologique.
Parce que en enseignant l'histoire de façon chronologique, et c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais sur les bancs de l'école, je me dis, tiens, c'est curieux, rapport de cause à effet, il ne faut plus que l'élève puisse tirer un rapport de cause à effet entre une décision politique et le résultat. Donc, on ne fait plus que des coups de projecteur sur certains aspects de l'histoire, plus ou moins trafiqués en plus de ça. Donc, le malheureux élève qui essaye de comprendre quelque chose à l'histoire de France, il ne comprend plus rien. C'est de l'anarchie, c'est du n'importe quoi. Il s'en désintéresse, il en Et il s'en désintéresse. Et alors, il y a une chose qui revient régulièrement dans les commentaires que je reçois, il y a différentes versions, si on peut dire. Vous me rapprenez l'histoire de France, vous m'apprenez à aimer la France. Et ce sont des commentaires qui tournent autour de ces deux pôles. Et des gens qui viennent de milieux mais totalement différents. C'est pas nécessairement le catho tradit de droite, etc. Non, il y a des gens qui viennent de partout, qui viennent de la gauche, qui viennent de la maçonnerie, de tout. Et y compris des musulmans. Y compris des musulmans. Et le seul point de désaccord avec la plupart d'entre eux, certains n'en parlent même pas, mais certains me disent, écoutez, on est tout à fait d'accord avec vous, mais par contre, on n'est pas d'accord quand vous dites que l'islam a des origines juives. Bon, je leur dis, c'est pas ça qui est important de discuter aujourd'hui. Nous avons un ennemi commun, si on veut le combattre, il faut qu'on travaille ensemble. Ça, ils le comprennent parfaitement. Et mieux que, malheureusement, un nombre de milieux dits cathos ou dits tradis. Mais ça, il y aura une question. Qui se bouchent les yeux et les oreilles. Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc, il y a eu une accélération dernièrement. Je pense que l'excellente idée que vous avez, Diane, d'annoncer mes livres sur eBay a aidé, parce que le nombre de commandes qu'on reçoit par le biais de eBay est hallucinant, je dirais. Il y a le fait que, comme mes conférences et nos entretiens sont de plus en plus vus, et que, comme vous disiez tout à l'heure, dès leur publication, ça explose en dizaines de milliers de vues. Contrairement à ce alors là, j'ai bien ri. Vous voulez en parler, là ? Dans son dernier entretien... dans l'une de ses dernières vidéos, Soral explique que vous n'êtes pas persécuté car vous n'avez qu'une faible audience. Vous ne touchez qu'une centaine de personnes, dit-il. Vous avez, si je prends un exemple encore plus simple, regardez Monsieur Ploncard-Dassac, si vous écoutez ses vidéos, il dit pratiquement, dit des tas de choses très proches des miennes. Mais je constate que très souvent les milieux juifs aujourd'hui utilisent des Noirs pour leur politique. Le problème, c'est qu'il touche que quelques centaines de personnes et le pouvoir ne voit pas la nécessité de l'attaquer, de le faire connaître, de le mettre en valeur, alors qu'il ne touche que quelques centaines de personnes. Je pense que la différence est à peu près pareille. Donc que lui répondez-vous ? Il devrait retourner à l'école pour compter. Non, mais c'est pas sérieux ça. Alors là, c'est très intéressant. Il est embarrassé. Comme m'ont fait remarquer un certain nombre de correspondants, mais c'est pas possible, il est obsédé par vous, il ne cesse d'en parler ces derniers temps. C'est une manière de vous faire de la pub sans faire. Oui, non, mais il se tire une balle dans le pied, parce que les gens qui vont entendre parler Ploncard-Dassac, centaines oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils racontent exactement ? Ils vont les voir. Et en allant voir, ils vont trouver les conférences, ils vont trouver les entretiens, et ils vont trouver les chiffres de visionnage. Oui, on est plus autour des milliers. Bon, certes, ER, ça fait 5 millions de vues par mois. D'abord, il est plus ancien, il a une surface médiatique supérieure à la nôtre, c'est évident, mais notre public n'est pas le même. Non, puis même, vous ne touchez pas qu'une centaine de personnes, c'est beaucoup plus important. Bizarre, ou alors on pourrait les répondre, oui, vous avez raison, c'est une centaine de centaines de personnes. Une centaine de milliers. Non, mais c'est pas sérieux. Là, il aurait bien fait la boucler. Parce que tout un chacun qui auront la curiosité d'aller voir ce que je dis,
vont se rendre compte que c'est un tout petit peu plus qu'une centaine de personnes. Et bon, d'une certaine manière, bon, je dirais pas c'est complémentaire avec ER, mais vous avez beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont passées par Égalité et Réconciliation et qui ensuite peaufinent en allant tout en à passant par fait, chez vous. tout à fait, parce qu'en fait, et ça je l'ai dit quasiment depuis le début, Égalité et Réconciliation est un lieu de passage de dégrossissement. Et à partir de là, les gens qui cherchent réellement à être formés viennent chez nous. Et ça, c'est la grosse différence de public qu'il y a entre Égalité et Réconciliation et nous. Oui, parce que par exemple, chez Égalité et Réconciliation, on ne peut pas comprendre pourquoi il met sur le même plan des gens comme De Gaulle avec le Saint-Louis ou Jeanne d'Arc. Non, mais c'est ça, et il est psychorigide, indécrottable. Et le plus beau, c'est qu'il a mon bouquin sur De Gaulle, puisque une personne m'a commandé il y a 2 mois, 3 mois maintenant, un exemplaire pour Soral, qu'il lui a envoyé, donc je suppose que Soral là, donc il est indécrottable, parce que je pense que tout un chacun ayant lu mon livre doit savoir quelle crapule épouvantable a été De Gaulle. Donc il y a un problème, si je le comprends bien, je parle de Soral, si je le comprends bien, c'est qu'il croit porteur de continuer à adouber les fausses gloires. Ouais, comme De Gaulle, mais... Alors, la Révolution française, ah oui, on ne touche pas à la Révolution française. De Gaulle, ah non, on ne touche pas à De Gaulle. Le Pen, on ne touche pas à Le Pen. Ce sont les éléphants sacrés. La Révolution, peut-être un peu quand même, je l'ai déjà vu, enfin on voit oui, des mais vidéos de sacre, enfin bon. C'est un petit très contradictoire en tout cas. Puis ça manque d'une certaine cohérence. Donc, moi ça m'amuse de répondre à ces trucs. Je le fais, je pense, gentiment, en disant qu'il se dessert en sortant des énormités. Oui, mais j'ai un point de comparaison, par exemple, Poutine accepte toute l'histoire de la Russie, aussi bien sa période bolchevique que la Russie des tsars. Oui et non. Oui et non, parce que c'est tout de même lui qui a dénoncé le rôle des assassins de la famille impériale russe, en disant quelle était l'origine de ces assassins. Donc, oui et non, mais il est évident mais il conserve beaucoup de symboles de oui, la Russie il conserve des symboles, parce qu'il a évidemment sur le dos, tout de même, encore une frange de vrais communistes. Et Poutine est un personnage que l'on peut difficilement comprendre, nous. C'est un slave, d'une part. C'est une démarche différente, et puis sa propre personnalité. C'est un homme d'une prudence, mais extraordinaire. Je savais très bien tous les commentaires que j'ai pu faire dans son action au Moyen-Orient ou ailleurs. Il saucissonne les problèmes de façon à ne pas se mettre tout le monde tout le temps au même moment sur le dos. Mais sans revenir sur la personne de Poutine, vous ne pensez pas qu'à un moment, pour réconcilier les Français et éviter de les diviser, il faille englober toute l'histoire de France et être gaulo-pétainiste? Vous parlez de qui? Je parle de la France, de la situation. Non, on ne peut pas mettre la vérité et l'erreur sur le même plan. Je suis d'accord. C'est pas possible. C'est pas possible. Souligné dans mon livre sur De Gaulle, en fait l'action de De Gaulle a été beaucoup plus tournée contre la révolution nationale du maréchal Pétain que contre l'occupant. Il a passé, lui, avec les communistes et ses alliés démocrates chrétiens, à éliminer physiquement, ou soi-disant légalement, par la suite, tous les membres de la révolution dite nationale. Donc, c'est un homme de la Révolution, dans le sens Révolution de 1789. Et alors, pourquoi est-ce que vous ne quémandez pas de l'argent, contrairement à nombre de personnes Parce que nous sommes des gens sérieux, je ne fais pas de dépenses somptuaires en déplacement ou autre, sauf ce qui est nécessaire pour aller faire des conférences à droite et à gauche. Et tout. Bonne gestion, et puis j'estime que si c'est pas nécessaire, il ne faut pas le faire, ça devient du business. Et je ne veux surtout pas que mon action apparaisse comme du business personnel.
Les idées avant tout. Les idées avant tout. Vous avez publié récemment un communiqué particulièrement sévère à propos du décès de Pierre Sidos, ex-fondateur de Jeunes Nations. Pouvez-vous revenir sur là ou les raisons qui vous ont poussé à faire certains rappels dérangeants ? Bon, différentes raisons, notamment des raisons historiques, et puis j'avoue que j'ai été surpris de l'article de l'éditorial dithyrambique de Jérôme Bourbon sur Pierre Sidos. Bon, je peux comprendre Bourbon, c'est un gentil garçon quelque peu romantique, je ne suis pas du tout romantique. Moi, il n'y a que les résultats d'une action qui m'intéressent et je pèse. Donc, dans l'action de Pierre Sidos, que j'ai tout de même bien connu, tout de même petit rappel que mon père a régulièrement collaboré à la revue Jeunes Nations. Et ensuite, j'ai suivi aussi gratuitement tous les deux. Donc, c'est plutôt Sidos qui nous était redevable. Que dès l'époque où ça a commencé à vasouiller en France, avec la montée en puissance du clan Nouvelle Droite avec Alain de Benoît et Dominique Vénère, Sidos a laissé faire, il n'a pas su trancher, c'est pas un chef, ça n'a pas été un chef. Et j'ai constaté par la suite qu'il n'a jamais été un chef, il a toujours fait de mauvais choix. Alors on peut se tromper par moment, on peut faire de mauvais choix, mais il faut rectifier. Vous savez, tout de même, j'ai mis à la porte un certain nombre d'individus de nos milieux. Et puis on arrive, c'est ce que je rappelais brièvement tout de même dans ce communiqué, on arrive tout de même à l'histoire de l'Algérie française, au drame de l'Algérie française. Et là j'ai rappelé un fait qui est absolument documenté, c'est l'assassinat de deux de ses représentants, Villard et l'autre, je ne me rappelle plus comme il s'appelle, de toute façon c'est dans mon livre notamment sur l'armée française face à la destruction de la nation, et c'est dans mon livre sur De Gaulle. Donc on retrouve les références là-dessus, qui ont été assassinés sur ordre de Suzini, qui était le bras droit de Salan, du général Salan. Et là, il n'y a eu pas la moindre rétorsion. Alors, ils avaient été accusés d'être partisans d'une partition en Algérie. Il n'a jamais été prouvé. Par contre, ce que l'on a appris assez rapidement plus tard, et je donne les documents d'ailleurs, et dans mon livre sur l'armée française, et dans mon livre sur De Gaulle, le renseignement suisse nous a appris, enfin, voilà, les textes, que Suzini était en contact régulier avec l'ambassade des États-Unis. Alors qu'il était le vilain canard dans l'histoire, c'était Suzini. Et là encore, l'attitude de Pierre Sidos n'a pas été celle d'un chef qui défend ses troupes. Il n'y a pas eu la moindre mesure de rétorsion contre Suzini et ses exécutants, dont je donne les noms. Tout ça est documenté. Qu'il n'a jamais défendu ses troupes. C'est ça qui est documenté. Alors bon, je vais pas revenir là-dessus. Je maintiens tout ce que j'ai dit. Je ne fais pas de romantisme, contrairement à certains. C'est comme ça, et je ne pense pas qu'on puisse avancer nos affaires en glorifiant de fausses gloires. Point. Qu'avez-vous pensé de l'intervention ? Puis, oui, peut-être un petit détail aussi en passant, c'est que j'ai appris par, entre autres, deux ex-membres de Jeunes Nations. L'un, ça remonte peut-être à 7-8 ans. C'est le premier qui me l'a signalé, que quand j'ai publié, oui, ben plus que 7-8 ans, puisque ma première édition du nationalisme français doit remonter à 2001 ou 2002. C'était le petit format, un genre livre de poche. Et donc ce correspondant m'avait signalé que quand Sidos avait appris la publication du livre, il avait piqué une rage noire, qui avait dit « mais c'est pas lui qui avait publié ça, c'est moi qui aurais dû le publier ». Le problème c'est qu'il l'a pas fait, qu'il n'a rien publié d'autre non plus. Point. Et j'ai eu confirmation de ça il n'y a pas longtemps, il doit y avoir un an et demi à tout casser.
de quelqu'un qui est tout à fait vivant aujourd'hui, et bien vivant, je ne vais pas le nommer pour ne pas l'embarrasser, qui a un poste tout de même important dans le milieu, et qui m'a confirmé exactement à l'identique la première version que j'avais eue, exactement la même chose. Donc pour moi, là encore, c'est un aspect de Sidos qui a toujours été un faible, et qui en fait était envieux de ceux qui faisaient ce qu'ils ne faisaient pas. Point. Donc le seul point positif qu'on pourrait rappeler, c'est qu'il ne s'est pas enrichi et qu'il a toujours vécu Non, chichement. ça je le reconnais tout à fait. J'y ai fait allusion tout à l'heure pour faire le contrepoint par rapport à Le Pen. Tout à fait, c'est un petit rappel. Et du coup, qu'avez-vous pensé de l'intervention de Benedetti dans Rivarol? C'est du blabla. C'est du blabla. Alors, je comprends Bourbon, je le comprends. Benedetti a été désigné encore un mauvais choix de Sidos. Oui, parce que Benedetti, a été désigné comme successeur. Alors donc, Bourbon, je dirais gentiment, estimé qu'il fallait lui donner la parole, mais c'est toujours du blabla et des vantardises avec lui. Avec Benedetti, c'est toujours la même chose. Blabla et vantardises. Et je voudrais tout de même rappeler une petite chose, c'est que grâce justement à toutes ces vantardises et provocations, qu'il a réussi à faire interdire l'œuvre française, qui était la suite de Jeunes Nations, du Parti nationaliste, etc. Et c'est sans rappeler les mœurs alors là, de Benedetti. les mœurs, ce que l'on sait par différents témoins que nous avons, c'est pour ça que je regrette beaucoup, quand j'estime devoir donner un coup de bistouri, je le fais toujours à bon escient. Et je ne veux pas après venir s'indigner de ma dureté. Je suis dur parce que j'estime que c'est nécessaire. Point. Et vos propos sont un petit peu en décalage avec l'entretien qu'a donné Florian Rouanet à Jérôme Bourbon dans l'entretien vidéo. Que voulez-vous? Passons. C'est pas par hasard qu'il a été écarté de nos milieux. Rouanet, oui. Mais c'est tout de même pathétique, là encore, puisque vous parlez de Rouanet. Je trouve pathétique que Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, alors que Rivarol a des décennies d'existence de plus que nous, ne trouve comme collaborateurs que des gens que j'ai mis à la porte. Il y a un problème. Dans son dernier entretien, Lesquin réitère ses propos quant à la conversion des musulmans à la franc-maçonnerie. Car, dit-il, l'islam n'est pas compatible avec la France. Qui ne croient pas du tout à l'islam et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de s'en dégager. Absolument, c'est un tiers. De se convertir, d'abandonner l'islam. L'idéal serait qu'ils se convertissent au christianisme, ce serait bien, au moins, ou alors sinon la franc-maçonnerie, si vous préférez, mais bon, en tout cas, qu'ils quittent l'islam, parce que l'islam est incompatible avec l'identité nationale de la France. Mais la maçonnerie l'est, c'est ça. C'est énorme quand même. Mais rappelez-vous de là date sa haine à mon égard. Quand j'ai mis en lumière sa fameuse déclaration dans la lettre du Club de l'Horloge numéro 40, dans laquelle il disait que la Déclaration des droits de l'homme de 1789 était l'acte de baptême de la nation française, ce qui excluait toute l'histoire de France d'avant. C'est une déclaration purement maçonnique. On comprend mieux pourquoi son fils est au cabinet de Dupond-Moretti. Alors justement, c'est une nouvelle que l'on vient de découvrir, que j'ai découvert hier soir justement, par un de mes nombreux correspondants qui m'alimentent. Alors encore merci à tous ceux qui m'alimentent en informations bien référencées. On vient d'apprendre que l'un des fils de Lesquin rend au bureau de Dupond-Moretti. Donc si tu veux, tu as toutes les nominations qui sont intéressantes. Par exemple, là j'ai vu passer le fils d'Henri de Lesquin qui a rejoint le cabinet de Éric Dupond-Moretti, tu vois. Par exemple, ça c'est une information que moi je vais reprendre. Qui ne défend que la crapule, on le connaît tout de même un tout petit peu, c'est tout de même curieux. Ça semble indiquer une certaine compatibilité, ou tout au moins absence d'hostilité. Bon, on pourrait dire le fils n'est pas le père. Ouais. C'est ce qu'on dit bien de vous. Oui, mais quand on connaît les positions de Lesquin dont vous venez d'évoquer justement à propos des musulmans, mais nos amis musulmans, mais rentrez en maçonnerie, voyons, allez-y.
Non, mais c'est hallucinant ce truc-là. Alors ça m'amuse parce que j'ai été nègre de deux auteurs, Jacques Attali et Philippe Davillier. Alors Philippe Davillier, j'étais un nègre volontaire, je lui ai écrit un chapitre pour son livre Contre l'euro sur le cas de la Tchécoslovaquie, l'ex-Tchécoslovaquie, qui avait une monnaie commune et qui s'est séparée en une semaine. Je disais que j'étais le nègre de Jacques Attali, parce que le premier livre de Jacques Attali s'appelait Analyse économique de la vie politique. Et j'avais été avec un camarade de l'X qui s'appelle toujours d'ailleurs Jean-François Lefebvre de la Boulée, élève de la conférence de Attali, qui était maître de conférence à l'X, en économie, théorie de la décision économique. Il nous avait demandé de faire un exposé sur le théorème d'Arrow et son corollaire, le théorème d'Arsani. Alors, le théorème d'Arrow est un théorème d'impossibilité qui démontre que la démocratie est impossible. C'est-à-dire que en supposant que tous les gens soient rationnels, la combinaison de ces préférences individuelles ne peut pas exister de manière rationnelle. C'est-à-dire que les choix sont irrationnels. C'est-à-dire qu'une majorité peut préférer A à B et B à C, et pourtant préférer C à A. Pas de transitivité. Bon. On peut facilement démontrer le cas avec la chose avec... ça généralise en fait le paradoxe de Borda-Condorcet qui date du XVIIIe siècle. On peut facilement démontrer la chose... avec trois choix. Une collectivité de 3 personnes doit choisir entre un pont, une route et un tunnel pour relier une rive à l'autre. Il suffit de définir convenablement les préférences individuelles pour s'apercevoir qu'on est dans la cohérence. Mais Arsani, autre mathématicien ou économiste, H-A-R-S-A-N-Y-I, a fait un corollaire démontrant que si la population concernée est suffisamment homogène, c'est-à-dire s'il y a suffisamment de proximité entre les préférences de chacun, alors on peut avoir une logique rationnelle, donc la démocratie peut fonctionner. Voilà. Le théorème d'Arrow explique que ni la règle de la majorité, ni aucune règle n'est concevable pour rétablir la rationalité. Le théorème d'Arsani dit oui, sauf cas particulier, si la population est homogène. La conséquence évidente, c'est très important, ça veut dire que mathématiquement, on peut démontrer qu'il faut qu'une population soit homogène pour que la démocratie puisse exister. C'est pas mal ça d'avoir les mathématiques pour soi. Oui, non, mais ce sont les mathématiques contre l'immigration. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que toutes les théories des manipulations en finissent par dire mais oui, c'est vrai, on manipule, mais c'est pour votre bien. Alors, c'est pour rassurer la cohésion de tout le monde. Je termine sur cette anecdote de négritude. Donc, Attali nous avait demandé de lui donner par écrit nos exposés. Oui. Alors, La Boulée avait fait un exposé très savant, qui à mon avis est excellent, sur le théorème d'Arrow. Il avait montré que la démonstration qu'on avait faite à Arrow n'était pas bonne, et lui a trouvé la vraie démonstration du théorème d'Arrow. Et moi, j'ai simplement fait un travail moins intéressant sur le fond, mais pas sur l'aspect mathématique, pour le corollaire d'Arsani. Et Attali a publié texto les deux exposés, sans même corriger les fautes d'orthographe, ou les fautes de typographique, sans avoir même dit au début « je remercie mes étudiants », rien. Ce qui fait que, pour la postérité, si on ne rétablit pas la vérité, on pourrait s'imaginer que c'est Attali qui a trouvé la vraie démonstration du théorème d'Arrow, alors que c'est La Boulée. Mais ça, il était dans la grande tradition de tous les mandarins universitaires qui ont fait ça depuis des siècles. Oui, mais en général, ils ont la pudeur de remercier leurs élèves. Oui, c'est quand même un minimum. Oui, un petit peu dans un bas de page. Et puis, en fait, ils intègrent. Mais là, reproduire texto un exposé, c'est quand même grave, quoi. Là, en fait, c'était un acte de plagiat. Hein. C'est de la spoliation. C'est de la spoliation et du plagiat. Voilà. Bon. J'aurais pu porter plainte. Oui. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Il y a prescription, je crois. Ah bah maintenant, il y a prescription. Alors là, à moins qu'il ne réédite. Non. Voilà, mais écoutez, je pense que... Et dire qu'il y a encore des crétins de nos milieux, enfin, ça ne m'étonne pas, qui continuent à suivre monsieur Henri de Lesquen, du Plessis-Cassot, des personnes comme Adrien Abaudy qui participent à sa radio Athéna, qui pourtant se dit grand catholique, enfin... Et pétainiste. pétainiste. Alors que Lesquen est gaulliste de gaulliste. Le Vatican est sur le...
les hérétiques. Non, mais c'est ça. Alors, il y a deux possibilités. Oui, donc où ces gens-là sont complices. Sont capables, de faire tenir des idées contradictoires dans le crâne, et c'est tout de même pas très normal, ou bien ils sont complices et ils font des clins d'œil à l'ennemi sur tel ou tel sujet. Mais quand même un abosite, soi-disant hyper cadeau, pétainiste, puis c'est comme ça surtout qu'il s'est fait connaître, en encensant le maréchal Pétain, un petit peu comme Zemmour d'ailleurs, vous le rappelez aussi. Ni le complot, mais c'est hallucinant, puisque nous avons les textes. Comment se fait-il que je puisse trouver les textes, les publier? C'est notamment dans mon livre sur la maçonnerie, dans le complot mondialiste, etc., et qu'eux ne sont incapables de les trouver, ne serait-ce qu'en lisant mes livres, éventuellement. Donc c'est un déni. C'est un déni d'une certaine réalité. Ou d'une réalité certaine, plutôt. C'était ma question suivante, d'ailleurs. Comment expliquez-vous que les musulmans soient plus réceptifs à la notion de complot, contrairement à certains catholiques qui préfèrent se boucher les oreilles et tourner en dérision ceux qui dénoncent le complot mondialiste? Ouais, je le constate. Est-ce qu'il y a une explication eschatologique, par exemple? Je ne sais pas, c'est dans leur texte. Ben oui, parce qu'ils sont, ils sont confrontés à la réalité de l'hostilité du judaïsme mondial contre eux, et que ça leur ouvre les yeux. Ça leur ouvre les yeux. Et justement, rappelez-vous, il y a 5-6 ans facilement, je crois que j'avais dit que mon intention était de retourner l'arme de l'ennemi contre lui. Et l'arme en question, c'était justement cette immigration que l'intelligentsia juive a poussé, continue à pousser, en faisant venir toute l'immigration chez nous, puis ça continue toujours, au rythme que vous connaissez. Et j'avais dit que j'avais l'intention, justement, stratégiquement, de renverser leur arme contre eux. Et quand je parle contre eux, quand j'évoque l'intelligence juive, ça veut dire qui? Ça veut dire les Bernard-Henri Lévy, ça veut dire les Attali, ça veut dire les Mac, etc. Sans compter, bien entendu, notre très cher ami Soros, qui est à la manœuvre pour détruire toutes les nations, parce que lui, c'est la destruction totale de tout ce qui est nation. Et donc voilà. Mais on a des petits exemples de ce golem qui se retourne contre son créateur, par exemple avec ce rappeur qui dernièrement s'est fait sanctionner par la LICRA pour avoir tenu des propos antisémites et pro-nazis. Et ce rappeur est d'origine musulmane, enfin c'est un arabe de je ne sais plus où, il me semble. Je sais pas, je vous avais envoyé le lien, ça vous parle? Oui, Corleone. Je suis au courant, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, on a des musulmans qui... Alors, il faut voir aussi que dans l'hostilité de certains musulmans contre la France, ce qu'ils pensent être la France, c'est que pour eux, la France est l'allié de leurs ennemis. Oui. Donc, il ne faut pas s'étonner. Mais quand ils commencent à comprendre que la France n'est plus la France et elle n'est plus dirigée par des Français... Écoutez, quand je reçois des messages de musulmans, et c'est pas un seul qui me dit ça, monsieur, heureusement que vous êtes là, vous êtes un vrai Français. Donc ça veut dire qu'ils comprennent qu'il y a deux France. Et on a des messages aussi de musulmans qui disent qu'un musulman en voie de conversion, il y a des témoignages de personnes qui disent que par vos idées, ils en sont sur le chemin de la conversion. Ah oui, tout à fait. Bon, mais ce ne sont pas nécessairement des musulmans. Hein. Non, bah, s'ils sont sur le voie de la conversion, ils étaient musulmans. Oui, non, mais la conversion, c'est-à-dire des gens qui croyaient à rien. Oui, aussi, c'est vrai. Des gens qui croyaient à rien. J'en ai croisé un d'ailleurs il y a 15 jours environ, à la sortie de la messe. Je marchais sur le trottoir pour rejoindre la voiture, et puis il y a un homme qui devait avoir 30-35 ans à peu près, qui pile brusquement devant moi, me dit « Monsieur le Placard d'Assac ?» Et oui. M'attend toujours à voir sortir un couteau ou un revolver. Il dit, ah monsieur, vous savez pas, c'est grâce à vous que je me convertis. Et d'ailleurs, il allait à la messe justement,
que je me convertis, que j'ai appris beaucoup de choses. Donc, et c'est quelqu'un qui visiblement venait des milieux de gauche. Donc athée, anti-religieux, etc. Mais c'était pas un musulman. Non, jusqu'à présent, je peux pas revendiquer de conversion de musulmans. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. C'est édifiant, oui, c'est formidable. Ah non, c'est édifiant, ça veut dire, c'est ça qu'il y a tout de même de rassurant, c'est que la vérité a un impact destructeur. Ou bâtisseur, oui. Destructeur du mal. De l'erreur, du mal. Donc bâtisseur. Oui, c'est plein d'espoir. Et puis c'est la vérité, comme vous le disiez, c'est comme l'eau, quoi. Elle se diffuse partout. Vous connaissez la parole, la vérité vous rendra libre. Oui, exactement, tout à fait. Question suivante. Donc, on continue sur le thème. Contrairement à certains nationaux et ou catholiques, de plus en plus de musulmans adhèrent donc à votre ligne politique. Et donc, ne craignez-vous pas que certains vous traitent d'islamistes ou d'être partisans de l'immigration ? Tout à fait. C'est une question qu'il faut poser pour pouvoir y répondre. Et d'ailleurs, c'était la thèse des Beckett, d'Anthony, de Lesquin, entre autres, qui, devant ma position pro-palestinienne dénonçant les crimes d'Israël en Palestine, n'avait trouvé rien de mieux que en se basant sur le fait que ma mère était née au Caire, en Égypte, était musulmane, donc moi-même j'étais de cette orbite, et même Lesquin, avec vraiment une capacité de mensonge assez remarquable, m'avait attribué l'appartenance à un groupement islamique. Évidemment, j'attends toujours, comme je l'avais demandé à l'époque, qu'il en apporte la preuve. Donc voilà, ces gens-là, ils ont fait une campagne contre moi pour essayer de me présenter comme un musulman, un islamiste, etc. Pour atténuer les effets de ce que je disais sur leur sionisme. Oui, ils l'ont contrebalancé comme ça. Pour contrebalancer, exactement, pour contrebalancer, c'est le terme. Donc voilà ce qu'il y a de sous-jacent. Et donc j'attends toujours qu'ils en apportent la preuve, c'est tout. Alors, petite chose avec un petit sourire narquois quand même, à l'attention de M. Henri de Lesquin, Duplessis, Cassot, de Miranda, de Sade et compagnie. Petit rappel quand même. Bon, effectivement, ma mère est née au Caire, en Égypte. Mais lui est né à Port-Lyautey, je crois, au Maroc. Donc il est marocain. Et s'il est marocain, il est musulman. Et puis rappelez-vous, dans sa pseudo-défense sur le rappel que j'avais fait, que je fais régulièrement, de ce texte de la Ligue de défense juive, qui, suite à ses appréciations très peu élégantes vis-à-vis de Simone Veil, etc., pourtant Dieu sait que je ne meurs pas d'amour pour Simone Veil, mais simplement c'est inélégant, c'est pas comme ça qu'on contrebalance la nocivité de quelqu'un. Il lui rappelait en fait qu'il crachait dans la soupe. Ah, la LDJ a rappelé. La LDJ, la Ligue de défense juive. Il rappelait que lui-même était d'origine juive de par son ascendance avec une Miranda, non Maran. Alors il est allé essayer de trouver une explication que Miranda c'était le nom d'un conquérant d'origine effectivement maghrébine, etc., etc. De Médina. De Médina, oui, de Médina. Oui, de Médina, pardon. J'ai dit Miranda, oui, c'est Médina. Donc voilà, le personnage, il s'enfonce encore un peu plus. Et c'est ça, en fait, toute ma tactique, c'est de pousser les gens à bout, de façon à ce qu'ils se démasquent. Et c'est ce qui est arrivé notamment avec Rissen, qui n'arrête pas de s'enfoncer un peu plus, ce malheureux. Oui, il vous a insulté. Mais non, mais non. Il parle d'insulte. Alors, continuons. Ça me ravit. Oui. Continuons nos questions. Cette fois,
toujours sur le thème du complot, vous avez visionné une vidéo d'Aaron Rousseau qui était publiée en 2006. C'est en fait une interview que cette personne, Aaron Rousseau, un ami des Rockefeller, avait donnée à Alex Jones en 2006, où il dénonçait les plans pour établir un nouvel ordre mondial, à savoir le mensonge du 11 septembre organisé par le gouvernement américain, la mystification du terrorisme afin d'asservir la population par la peur, et il aborde également d'autres sujets importants comme la puce RFID, la libération des femmes, le contrôle des populations. Et cette personne, Aaron Rousseau, est décédé bien mystérieusement juste après cette interview en 2006. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, j'avoue que j'avais complètement oublié cette histoire-là. C'est encore une fois grâce à un de mes correspondants qui m'a renvoyé le lien et que d'ailleurs je vous remercie Diane d'avoir pu saisir en sténo les déclarations que nous publierons dans le prochain numéro de La Politique. C'est un texte très intéressant. Vous savez très bien quelle est ma position, là encore, à propos du racisme et l'antisémitisme. Je ne suis pas raciste contre tous ceux qui ne sont pas comme nous. Je ne suis pas antisémite contre tous les juifs. Je fais la part entre ceux qui sont nocifs et ceux qui sont honnêtes. Et Aaron Rousseau, incontestablement, fait partie des juifs honnêtes que je signale régulièrement. Et parce que ces déclarations expliquent totalement tout ce que nous vivons aujourd'hui. Il l'a annoncé. 2006, nous sommes en 2020. Oui, donc sur Aaron Rousseau, on pourrait conclure par sa phrase « Nous pensons que la société doit être dirigée par une élite qui contrôle tout ». C'est ce que lui a dit Nick Rockefeller à cette époque. C'est du Attali tout craché. Ah oui, tout à fait, ils ont tous le même... Tout est là, c'est leur obsession messianique, rappelez-vous, messianique, je passe mon temps à insister sur le mot messianique. Alors plus récemment, c'est Gary Barnett qui écrivait le 16 juillet dernier, je cite, « C'est la période la plus dangereuse de l'histoire de l'homme. La gravité de ce complot ne peut être sous-estimée. Elle n'est due à aucune menace de guerre conventionnelle, et elle n'est due à aucune menace de décimation nucléaire. Elle est basée sur le fait qu'il s'agit d'une guerre psychologique menée par des psychopathes contre toute l'humanité. Et elle est avancée par un petit groupe de monstres qui ont pris le contrôle de l'esprit des masses grâce à un endoctrinement à long terme et des politiques destinées à engendrer la dépendance. La peur est la nouvelle arme de destruction massive, non pas parce qu'elle est légitime, mais parce que le peuple a perdu toute volonté d'être libre, a perdu toute capacité de penser et cherche refuge et réconfort en tant que troupeau collectif capable d'exister uniquement dans une société qui est basée sur un régime totalitaire. Il a dit ça suite au Forum économique mondial. Je trouve ça remarquable. Si vous pouvez m'envoyer le texte, ça m'intéresse. Oui. Donc c'est quelqu'un qui dénonce ça. C'est exactement la même critique que nous faisons depuis des années. C'est suite au forum, à la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos qui a appelé à une grande réinitialisation. Oui, alors ça c'est le grand mot aujourd'hui. Réinitialisation. Qui appelle à une grande réinitialisation du capitalisme à la suite de la pandémie. Ce que Attali appelle le monde de demain. Ah oui, c'est le grand mot actuellement. C'est le grand mot par lequel ces pseudo-élites mondiales veulent faire passer l'acceptation de la gouvernance mondiale. Donc, ah oui, vous comprenez, le monde disant c'est un tel état qu'il faut le réinitialiser, donc on va faire la gouvernance mondiale. Et tout est là. Table rase. Tout est là, table rase du passé, table rase des nations, des peuples, etc. Et plaisir d'entendre ce genre de déclaration, mais je rappellerai tout de même qu'il y a quelques années que je martèle exactement la même chose. Et une fois de mais plus, à l'époque, c'était une voix qui criait dans le désert. Et une fois de plus, comment avec toutes ces citations, on peut encore nier qu'il y a un complot? Et on pense à Abauzit, à Lesquin et compagnie. Et même dernièrement à Rouennais, je crois, avec Scipion de Sales, qui ont refait un petit entretien. Alors là, c'est hallucinant. Donc le complotisme, c'est faire des liens artificiels alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. Pour redéfinir ce qu'est le complotisme. Oui, non, mais et en fait, ils faisaient une négation de tout complot. Ils essayaient un peu de tempérer, mais c'était vraiment très étrange. Tout de même, Scipion de Salm et Rouennais sont des collaborateurs de Rivarol. Il y a un petit problème là.
On ne peut pas dire que Bourbon soit anticonspirationniste, au contraire. Donc il y a un problème, là, un problème de cohérence. En fait, leur démarche était un peu scabreuse. L'idée, je crois que c'était de dire, oui, il ne faut pas croire aux extraterrestres ou aux... J'ai jamais parlé d'extraterrestres, non, mais j'y il crois parle pas de vous en particulier, pas. Mais ou je sais pas, la Terre plate, il y en a qui vont loin après dans le complotisme. Oui, d'accord, mais alors là, il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle de complotisme, il faut savoir de quoi, ce qu'on désigne. Or là, c'est dans le flou, et c'est l'impression générale qui en découle, c'est qu'en fait, il moque ceux qui, comme nous, dénonçons le complot mondialiste messianique. Absolument. Et là, c'est impardonnable. Sur fond d'empoisonnement de Navalny se jouent des intérêts économiques. Les USA, la Russie se disputent entre autres l'acheminement du gaz en Europe, mais pouvez-vous nous en dire davantage sur cette situation Bon, alors je dirais que l'histoire Navalny, c'est un non-événement. Cet individu ne représente strictement rien en Russie. Aux dernières élections, si mes souvenirs sont exacts, il avait fait à peine 2%. Et là, c'est vraiment le fait qu'on ait monté les médias occidentaux aient monté en épingle Navalny, c'est très démonstratif, ça veut dire qu'ils n'ont rien d'autre que cet individu à se mettre sous la dent. C'est quand même curieux, ça. C'est une preuve de faiblesse. En plus de ça, ils nous refont le truc qu'ils nous avaient fait de cet espion russe qui aurait été empoisonné aussi, toujours avec le même produit, mais en Angleterre, faute de ce méchant Poutine, toujours la même chose, ils sont obsédés par Poutine. Alors, je rappellerai aux Hillard et compagnie qui passent leur temps à bavoter contre Poutine. Si Poutine était réellement un agent du mondialisme comme ils le disent, je ne vois pas pourquoi il est toujours pris en ligne de mire par tous ces médias occidentaux. Il y a un petit problème là. Critiqué par ces médias. Non, mais Navalny, alors l'histoire Navalny, bon, c'est pas simplement le problème du pipeline et compagnie. Là où Poutine les dérange profondément, il y a deux facteurs fondamentaux. Il y a la dédollarisation, qui va sonner le glas de la puissance judéo-américaine, financière. Et il y a d'ailleurs des économistes qui commencent à dire que dans quelques années, le dollar aura perdu un tiers de sa valeur. Et l'autre élément, c'est la politique de Poutine au Moyen-Orient. Parce que c'est la fin du rêve du grand Israël, Eretz Israël. Dans la même mesure où la Syrie, avec les Russes, avec les Iraniens et avec le Hezbollah, reconquiert pied à pied tout ce que l'État islamique, aidé par les États-Unis et Israël, puisque l'État islamique est une création de Tzahal, comme j'ai déjà expliqué, c'est la fin du grand rêve d'Israël. Et ça, c'est impardonnable. C'est pour ça que ces gens-là passent leur temps à taper sur Poutine, trouvant les arguments les plus invraisemblables et débiles pour essayer de le démolir. Mais franchement, il n'y a que les imbéciles qui y croient. Alors, dernièrement, on parle aussi de ce conflit qui va avoir lieu probablement entre le projet du Eretz Israël et le projet d'Erdogan avec son grand sultanat. Alors, c'est évident, effectivement, je sais bien de rappeler la chose, c'est que il y a une similitude curieuse et amusante entre la démarche du président Erdogan et la démarche de Netanyahou. Alors le premier veut reconstituer l'Empire ottoman, qui est visible, et le deuxième, Netanyahou, veut constituer le Eretz Israël, le Grand Israël. Le problème, c'est que c'est sur le même terrain. Mais alors, j'en ai parlé dernièrement, je crois que c'était avec l'entretien là, avec le jeune en question lundi dernier. Si j'étais turc, je crois que j'applaudirais Erdogan. Je ne suis pas turc. Et je dois dire que l'attitude d'Erdogan qui
joue un très curieux jeu compte à la fois par moments semblant être l'allié de Poutine et par moments lui mettant des bâtons dans les roues, notamment en Libye et en Syrie aussi, puisque les positions turques sont en général favorables à l'État islamique. Donc c'est un petit jeu tordu, mais alors là, avec toute la subtilité et l'aspect tordu qu'il peut y avoir dans les rapports moyen-orientaux, pour s'y retrouver, c'est pas évident. Mais bon, le résultat, il faut juger la politique sur les résultats que ça donne, c'est tout. Et si vous étiez juif, est-ce que vous applaudiriez Netanyahou ? Je pense. Je dirais pas que c'est du nationalisme, parce que le problème, ce qui touche les juifs, c'est même passer au-delà de la nation. C'est un aspect messianique que nous ne pouvons pas comprendre avec notre mentalité, avec notre formation. Mais je pense que j'appuierai. Une arrogance et une supériorité. Mais écoutez, moi-même, je suis pour la reconstitution de l'Empire français. Sur d'autres bases, pas du tout à l'identique comme ça a été fait par la Troisième République, mais d'une façon totalement différente. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre le juif parce qu'il y a une mentalité de supériorité que nous, l'esprit chrétien, ne comprend pas. Voilà, exactement. On ne peut pas comprendre. On n'est pas fabriqué de la même façon. Alors Soros aiderait les institutions jésuites financièrement. Comment interprétez-vous cette information ? Quand on joue au mécène, quand on donne l'argent à des institutions, on neutralise l'institution. Oui, tout est là. Parce qu'on ne mord pas la main nourricière, tout simplement. Exactement. Et c'est ça qui est le scandaleux de la part des jésuites d'aujourd'hui, qui ont bien changé. Je rappellerai que j'ai été élève des jésuites. Et j'ai tout de même vu le début de l'évolution, puisqu'ils commençaient à devenir de plus en plus modernistes, et que leur grand homme à l'époque, quand j'étais en classe de philo, c'était Théère de Chardin. Et je me rappelle des brettes, alors que j'étais tout jeune homme, des brettes à mon professeur de philosophie, le père Abrantès, je m'en souviens encore. Et je me souviens aussi, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je ne m'en rappelle plus, c'est que bien qu'on se soit affronté, et je pense que c'est pour ça qu'il a porté ce jugement sur moi, lors du dernier cours qu'il nous a donné, il a tenu à faire le profil de ses principaux élèves. Alors, un tel, c'était le plus intelligent, et arrivé à moi, il m'a dit, vous, Plancard, c'est la volonté. C'était bien trouvé. Et je crois que vraiment, c'est ça qui m'a permis de survivre dans ma vie professionnelle, parce que j'ai reçu tous les coups possibles et imaginables depuis Franc-Mac. Et quand j'ai décidé de ce que je voulais, en général, j'y pas rien. Vous lâchez pas le morceau. Je ne lâche jamais le morceau. Et certains s'en rendent compte à leur dépens, parce que quand je commence à planter les dents dans certaines fesses, je ne lâche pas. Ça saigne. Quel que soit mon dégoût. Pour revenir sur Soros, qui donne de l'argent aux institutions jésuites, ça ne semble pas les déranger que, par ailleurs, Soros, avec sa fondation, donne également à des centres d'avortement. Tout à fait, et qu'ils disent qu'il faut faire sauter la famille. La famille, oui, tout à fait, oui. Non, mais c'est ça qui est le scandaleux. C'est que malheureusement, les grandes institutions religieuses ont été perverties de l'intérieur. C'est toujours la même chose. Et rappelez-vous ma fameuse formule, infiltration, neutralisation, déviation, auquel on peut rajouter maintenant destruction. Et ce qu'il y a de scandaleux, que l'ennemi fasse ce qu'il fait, on le comprend, il est dans son rôle. Mais de la part de ceux qui sont censés réagir et défendre la vérité, notamment l'Église catholique, ça c'est scandaleux, et j'aimerais pas être à leur place quand ils paraîtront devant leur Créateur.
Et qui défend la vérité encore à notre époque, selon vous ? Quelques individualités. Bon, il y a le cardinal Vigano qui se débrouille pas trop mal, cardinal Müller aussi, il y en a. Mais ce sont des petites voix qui crient dans le désert. Je ne sais pas, on verra. De toute façon, où on est croyant ou on ne l'est pas, si on est croyant, il faut tout de même se rappeler la parole du Christ qui disait que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre son Église. Bon. Nous, en tant qu'à la fois croyants et militants politiques, notre devoir est d'y aider par toute notre force. Je rappellerai toujours, ça c'est aussi, c'est à la lumière de cette formule que j'agis toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Je moque et je méprise ceux qui attendent toujours le grand monarque qui viendra descendant du ciel, bien sûr, sur un grand cheval blanc pour remettre de l'ordre sur le monde. Non. C'est notre responsabilité à tous de le faire. Eh bien, sur ces paroles, nous avons terminé. Peut-être une dernière question, bonus. Y a-t-il des sujets sur lesquels vous n'étiez pas en accord avec votre père ? Non, rien qui vous vient. Il y a eu un problème au moment des sacres, les évêques, avec Gaune. Et j'avoue que ça a discuté dur dans la famille. Alors ma mère était à fond pour les sacres, parce qu'elle c'était descendante des montagnards du Caucase, c'était pas une tendre. Une petite bonne femme remarquable. Et puis mon père et moi, qui après non seulement hésitation, mais après avoir pesé le pour et le contre, on est arrivé à une notion très simple. On n'abandonne pas la structure mère entre les mains de ses ennemis. Donc le combat doit continuer, mais à l'intérieur de l'Église. Et donc on n'a pas suivi les sacres. Donc on ne peut pas dire que c'était un motif de désaccord avec mon père, mais à un moment donné, on a tout de même hésité. Moi j'étais je balançais un petit peu entre l'avis de ma mère et l'avis de mon père, mais finalement on est tombé d'accord sans qu'il y ait opposition. On est tombé d'accord. Et donc c'est la ligne que je maintiens jusqu'à aujourd'hui. Le combat doit se faire, mais à l'intérieur de l'Église. Hein, puisqu'on est sur ce sujet-là. Quand on voit l'évolution de la fraternité Saint-Pédis, qui ne forme plus les séminaristes sur la maçonnerie, comme le faisait Monseigneur Lefebvre du temps de son vivant, puisqu'il invitait mon père, entre autres, pour parler de la maçonnerie à ces jeunes prêtres et séminaristes. Quand on voit tout de même que les finances de la fraternité sont sous la coupe d'un avocat juif, Maître Cras, que tout ça se trouve dans mon livre, encore une fois, Tradition ou Révolution, bien référencé, que j'ai la correspondance avec les différents évêques de la fraternité à ce sujet-là aussi, et qu'ils ont tous botté en touche, alors à quoi ça servait de sacrer des évêques ? Franchement. Et pourquoi croyez-vous que j'ai mis en tête de notre lettre d'information à la politique cette fameuse phrase de Monseigneur Freppel qui disait « On ne se relève jamais de l'abandon des principes ». Alors il y a toujours des avis qui disent « Ah oui, mais je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin de façon à être davantage, d'élargir mon public ». Tous, que ce soit des religieux ou des politiques, à l'époque moderne, Poujade, Tix-Vignancourt, Le Pen, la fraternité Saint-Pédis, y compris la fraternité Saint-Pierre aussi, tous ceux qui ont voulu édulcorer un petit peu, au lieu de gagner en auditoire, ou peut-être gagner en auditoire, mais ils traversent leur cause. Et puis je regrette beaucoup. Si c'est pour gagner avec un Le Pen ou avec une Marine Le Pen, qui suivent la ligne de la Révolution, à quoi ça sert ? Donc voilà. Donc je maintiens ma ligne, et plus je vais, plus les gens s'agglutinent autour de moi. Donc pourquoi voulez-vous que je change ma tactique ? On ne change pas une tactique qui gagne.
Exactement, sur ces bonnes Comme paroles. on dit en football, on ne change pas une équipe qui gagne. J'avais compris. C'est une métaphore. Merci, monsieur Bocardassac. Mais merci à vous, Diane. C'est toujours un plaisir de vous voir, discuter avec vous. On est vraiment comme des frères sur moi, un petit peu. C'est vrai qu'il y a une bonne complicité et c'est toujours agréable. Mais ce qui est intéressant, c'est que, il y a, évidemment, entre les êtres humains, il y a toujours des affinités. Mais là, cette affinité intellectuelle, où quand l'un parle, l'autre réagit, mais au quart de tour, c'est vraiment... Et vous n'êtes pas la seule. Ne croyez pas ça, ne soyez pas imbus. J'ai des concurrents. Vous n'êtes pas la seule, mais justement, je constate que ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent, comprenant la logique de la démarche, on se comprend au quart de tour. Évidemment. Parce qu'on a les outils pour comprendre et se comprendre. Donc, bonne suite de vacances, Diane. Merci, je continue d'en profiter. À très bientôt. À très bientôt, Diane.